dans Bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire Natillé. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on nous aille! Coucou les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Bien dans ton sport. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'alimentation du sportif au quotidien. Donc avant tout, j'aimerais encore vous remercier pour vos avis et votre fidélité sur le podcast. J'ai des bons retours de votre part et n'hésitez pas à continuer à nous laisser des petits commentaires. Notamment sur les sujets et les thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde ensemble sur le podcast. Donc, partons tout de suite dans le vif du sujet de l'alimentation du sportif au quotidien. Bien, déjà pour commencer ce thème, il faudrait parler de quelques bases de nutrition. Les bases de nutrition, il s'agit des nutriments qui viennent des calories, des nutriments énergétiques. Et donc, on a 3 piliers de cette nutrition énergétique que tout le monde connaît, c'est bien évidemment les glucides, qu'on appelle également sucre. On a les lipides, qu'on appelle également graisse, et les protéines. Donc il faut savoir que ces 3 piliers, déjà, sont des piliers qui vont nous apporter des calories, donc de l'énergie, et que c'est un besoin vital pour notre organisme, pour lui permettre de fonctionner normalement. C'est pour ça qu'on les apporte par le biais de notre alimentation. Donc les glucides, si on commence par les glucides, c'est donc les sucres qui vont apporter donc l'énergie de base nécessaire à notre respiration, à notre vie, à toutes nos cellules et aussi notamment qui est très utilisé par nos muscles, d'où l'intérêt et l'importance des glucides dans l'alimentation du sportif, mais aussi par le cerveau. Ensuite, les lipides, donc les graisses, il ne faut pas les diaboliser, on a tendance à dire que les graisses sont mauvaises pour la santé, qu'il ne faut pas en manger et on les enlève lorsqu'on veut perdre du poids. Mais les graisses ont des rôles tout à fait honorables et importants pour notre organisme, notamment un rôle de protection, un rôle d'isolation thermique, c'est un peu notre plaid interne qui nous permet d'éviter d'avoir froid, de faire une couche protectrice. Mais aussi, ça permet nos graisses d'avoir des zones de réserve et aussi l'absorption de certaines vitamines. On parle de vitamines liposolubles, vitamines qui se dissolvent dans les graisses. Ensuite, on a la troisième grande catégorie de nutriments énergétiques qui sont les protéines. Les protéines n'ont pas, contrairement aux glucides et aux lipides, d'espace de stockage en tant que tel dans le corps. En revanche, les protéines vont participer à la construction et à la constitution de notre organisme et notamment au niveau des muscles. Les muscles sont composés de protéines et les protéines vont être très sollicitées dans le renouvellement, le développement des cellules. Donc ça, c'est hyper important. Mais, comme vous le savez, il n'y a pas que ces 3 catégories de nutriments. On va aussi retrouver ce qu'on appelle les micronutriments. Les micronutriments, ça va être également très important et vital pour notre organisme, pour son bon fonctionnement, mais ça ne va pas apporter d'énergie en tant que tel. Donc c'est 100 calories. Par contre, c'est très très important pour notre fonctionnement. Donc dans ces micronutriments, on va retrouver les vitamines, les minéraux qui sont essentiels. Donc ces micronutriments ne vont pas apporter de calories et ils sont très importants pour le sportif. Par exemple, on va avoir le fer qui participe au transport de l'oxygène dans le corps, qui est très important pour le sportif notamment. On a aussi d'autres éléments comme le zinc, dont on parle beaucoup parce qu'il participe activement à nos défenses, et nos défenses notamment face aux virus et aux bactéries. On a aussi d'autres vitamines comme la vitamine A, qui est plutôt, elle, liposoluble, qui participe au fonctionnement de la peau, des yeux, de l'intestin, des poumons, et la vitamine C également, qui est très antioxydante et qui aide aussi à l'absorption du fer, donc qui est très très importante. Dans notre alimentation, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation va nous permettre de bouger.
Donc c'est vraiment notre carburant. Les glucides, c'est vraiment la priorité. Le corps humain va utiliser ces glucides en priorité pour pouvoir produire l'énergie. Donc quand on va se mettre à bouger, dans nos premiers efforts, dans nos premiers moments d'effort, ce qui va être consommé comme carburant, ce sera les glucides. Ensuite, si l'effort se prolonge assez longtemps, eh bien on va pouvoir également utiliser les graisses, donc les lipides, pour fabriquer cette énergie dont on a besoin pour bouger. Enfin, on va pouvoir également utiliser les protéines, mais il faut savoir que les protéines ne sont pas du tout une source principale d'énergie. Et comme on a dit, il n'y a pas de réserve en tant que telle de protéines dans l'organisme. Donc on va détruire en fait entre guillemets des tissus pour pouvoir utiliser ces protéines. Donc c'est pas un état qu'on favorise et que l'organisme humain va favoriser. En revanche, les glucides qui sont prioritaires vont être présents à la fois sous forme libre, donc on aura des sucres qui seront libres dans le sang qui pourraient être utilisables, ou alors qui seront sous forme de réserve, et la réserve des glucides, on parle de glycogène, et donc du coup on a un équilibre et on a vraiment toute cette chimie de notre corps qui va, lorsqu'on aura besoin de glucides, prendre de cette zone de réserve pour pouvoir les rendre utilisables, ou quand on n'en aura pas besoin, au contraire, en stocker et reformer du glycogène qui est la forme de réserve. Mais il faut savoir aussi que le sportif doit s'alimenter également par plaisir. Plaisir doit rester manger doit rester un plaisir, et manger, ça constitue en fait une vraie récompense à un besoin. C'est une récompense auprès de notre cerveau, et le fait de manger avec plaisir, ça va contribuer aussi au phénomène de satiété. On aura plus envie de continuer à manger si on mange sans plaisir. Donc le plaisir a une place primordiale, que vous soyez sportif, que vous soyez sportif pour des raisons de perte de poids. Il faut jamais oublier cette dimension plaisir, peu importe les modifications que vous allez faire dans votre alimentation. Et dans cette notion de plaisir, on va voir qu'il y a plusieurs choses qui vont jouer. Il y a notamment la couleur, la forme, la texture, l'odeur. Tous ces sens en fait vont être stimulés et vont être prioritaires et utilisés lorsqu'on va s'alimenter. Donc le fait de s'alimenter, ça relève également du plaisir, et ça, je voulais vraiment, pour moi c'est important de faire un petit point dessus lors de ce podcast. Mais aussi en tant que sportif, on va s'alimenter par obligation. Il faut savoir que lorsqu'on fait du sport, manger c'est important, ne serait-ce que pour recharger en fait nos batteries, savoir que on a besoin de cette fonction de carburant qu'on a vu tout à l'heure pour pouvoir bouger et utiliser nos muscles. Donc lorsqu'on fait du sport, on va solliciter tous ces processus, et donc on a besoin de cette énergie. En revanche, il y a beaucoup de choses qui se trament et beaucoup de personnes qui parlent de sport à jeun, notamment pour la perte de poids ou pour la performance simplement. Donc moi je pense qu'il faut nuancer tout ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que faire du sport à jeun, c'est possible. En revanche, on sait aussi que il faut habituer notre organisme, et on sait aussi que lorsqu'on va faire du sport à jeun, ça ne pourra pas être des efforts qui sont très intenses et qui sont surtout prolongés. Donc on peut faire du sport à jeun. Il y a beaucoup par exemple de coureurs de fond, de coureurs à pied sur des distances pas trop importantes qui vont courir à jeun, faire leur sport à jeun. Donc c'est possible, mais en revanche, on ne va pas pouvoir faire des distances trop importantes ou des séances trop importantes. Moi, je recommande de varier et surtout d'essayer. Ayez toujours cette notion, peu importe les dictats ou les choses que vous entendez, et peu importe la personne qui les dit, vous êtes votre propre laboratoire. On est notre propre laboratoire, donc à vous de voir comment vous digérez, comment vous vous sentez. Si vous vous sentez mieux, bien évidemment, avant de courir en mangeant, mangez. Si vous vous sentez moins bien en mangeant, ne mangez pas. Mais sachez également pourquoi vous le faites et quelles seront les conséquences sur votre organisme et qu'est-ce qui est recommandé de faire. Après, la pratique, c'est à vous de la tester. Je voulais faire aussi un petit mot dans ce podcast sur votre intestin. Parce que l'intestin, c'est primordial. L'intestin, c'est vraiment le maillon faible du sportif. En fait, si notre intestin, en tant que sportif, est en mauvais état, on ne pourra ni avoir de performance, ni avoir d'avoir une bonne santé, en tout cas. Parce qu'on sait que lorsque
on a des troubles digestifs et qu'on est au repos, et bien lorsqu'on va faire notre sport, ces troubles digestifs vont être exacerbés. On aura encore plus fois 10, fois 20 ces symptômes-là. Donc, il faut déjà régler le problème de l'intestin. Et on sait aussi que les études, en tout cas, nous montrent qu'entre 30 et 90%, notamment des coureurs de fond, vont avoir des troubles digestifs. Et bien pourquoi? Il y a 3 grandes raisons à cela, au fait que l'intestin du sportif soit plus fragile que l'intestin d'une personne qui ne pratique pas de sport. Pourquoi? La première raison, elle est complètement physiologique. Elle est liée à notre fonctionnement interne. On a un phénomène qui s'appelle hypoperfusion-reperfusion. Ce phénomène-là, il est vraiment important à comprendre parce qu'il est la base de nombreux troubles digestifs. Donc, l'hypoperfusion-reperfusion, c'est vraiment, je commence à courir, on imagine vraiment que nos vaisseaux sanguins sont des robinets, et bien, lorsqu'on va commencer à courir, on coupe les robinets, on ferme en tout cas, on réduit beaucoup le débit au niveau de l'intestin. Par contre, on va l'ouvrir au maximum au niveau musculaire parce que les muscles ont besoin de ces nutriments, de cette énergie, etc. Au contraire, donc ça c'est l'hypoperfusion de notre intestin. Au contraire, lorsqu'on va arrêter l'effort, on va fermer à ce moment-là le robinet qui est au niveau des muscles et on va le réouvrir presque au maximum au niveau intestinal. Et ça va avoir des conséquences importantes sur la santé de l'intestin. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un afflux, donc vraiment une arrivée de sang massive au niveau de l'intestin. Donc ça peut avoir des répercussions type diarrhée avec des saignements dans les selles. Ça peut aussi altérer, donc abîmer notre muqueuse de l'intestin. Donc il faut savoir que notre intestin est tapissé et recouvert de villosité. C'est comme des petits poils de brosse. Vous imaginez un balai, et c'est un peu cet état-là qu'on a et ça permet de favoriser les échanges entre les nutriments et l'intérieur de notre corps. Mais lorsqu'on va avoir ce phénomène d'hypoperfusion-reperfusion et qui va se faire de manière répétée, parce qu'à chaque fois qu'on va reprendre le sport, on aura ce phénomène-là, ça peut abîmer nos muqueuses et du coup faire que notre intestin, notre muqueuse intestinale, ne soit plus aussi étanche et du coup fasse passer des choses qui ne devraient pas passer. Or, cette muqueuse intestinale, c'est vraiment notre barrière, on a dit, c'est notre zone de défense. Et si elle n'est plus étanche comme elle doit l'être, il y aura des choses comme des virus ou des bactéries qui vont pouvoir passer plus facilement, ou alors des aliments qui sont trop volumineux, qui ne devraient pas passer, qui devraient être filtrés, qui ne seront plus filtrés, qui passeront et qui vont engendrer des troubles intestinaux vraiment important. Le deuxième point qui fait que l'intestin du sportif est fragile, c'est le stress mécanique lié au sport. Il faut savoir que à chaque foulée, par exemple, lorsqu'on pratique la course à pied, on aura une onde de choc qui va partir du sol qui va remonter jusqu'à l'intestin. Cette onde de choc, elle sera non seulement répétée, il y aura des impacts différents en fonction des sports, et du coup, on va avoir comme des vibrations qui seront répétées et qui vont avoir des répercussions sur la santé de l'intestin. Mais ce n'est pas uniquement la course à pied, ça peut être aussi un sport de raquette, donc c'est l'impact de la balle sur la raquette qui va avoir une onde de choc et qui va avoir des répercussions au niveau intestinal. Ça peut être aussi un sport de ballon, le basket, etc. Ça peut être d'autres choses, ça peut être plein de choses, mais en tout cas on sait que il y a un stress mécanique et que ce stress mécanique lié au sport va avoir des répercussions sur l'intestin du sportif. Et le troisième point qui va avoir des répercussions sur l'intestin du sportif, ça va être l'alimentation. Et ce troisième point, pour moi, c'est le point le plus important. C'est le point le plus important parce que c'est celui pour lequel vous allez pouvoir jouer. C'est le maillon que vous allez pouvoir modifier pour pouvoir avoir des résultats intéressants et avoir un intestin en bonne santé. Et on va voir comment. Il y a aussi le rôle du microbiote. Le microbiote, c'est en fait toute cette population de bactéries, de virus, etc. qui vivent en nous. Donc on a plus de 100 000 milliards de bactéries qui jouent un rôle très très important et qui vivent en harmonie, on va dire, avec nos cellules, avec les cellules de notre corps.
Et en équivalent, ça représente presque un terrain de foot, mais qui est replié à l'intérieur de notre intestin. Et qui va, comme je vous l'ai dit, avoir aussi un rôle de défense primordial contre les pathogènes, contre les attaques microbiennes. Et ces microbes vont être en contact avec cette population qui est censée nous protéger. Sauf que des fois, lorsque le sport, en tout cas, on sait que l'activité physique, surtout l'activité physique intensive, va modifier cette population de bactéries. Et du coup, on peut avoir une fragilité au niveau de l'intestin via également la population de nos bactéries internes qui va être modifiée. Parce que le microbiote, c'est donc un écosystème, c'est vraiment un équilibre de bactéries et de familles de bactéries qui auront différentes caractéristiques qui vivent ensemble. Et si cet équilibre est modifié, il peut y avoir des répercussions importantes, notamment sur la santé. En tout cas, on sait qu'il y a des études cliniques, notamment il y a une étude qui a été faite sur des cyclistes amateurs et professionnels qui a montré effectivement une différence de composition de notre microbiote, la population microbienne, bactérienne qui vit en nous, qui était différente selon le volume d'entraînement. Et ça, c'est primordial. Après, on est au tout début des travaux sur ce microbiote, mais on sait que ces populations bactériennes vont avoir des répercussions très importantes. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de travailler dessus avec l'alimentation, avec une diversité nutritionnelle dans notre alimentation. Donc, pas juste les éléments énergétiques, glucides, lipides, protéines, mais aussi par tous les micronutriments qu'on a vus, bactéries, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, qui vont être apportés par cette alimentation diversifiée. Enfin, je voulais vous parler un petit peu de l'adaptation de son alimentation quand on est sportif, en tout cas l'alimentation au quotidien. Il faut savoir qu'il y a quelques règles de base qu'on va essayer d'aborder ensemble dans ce podcast pour finir. Donc déjà, essayez d'avoir un temps d'écart entre votre dernier apport, votre dernier repas, surtout si c'est un repas conséquent, solide, et le début de l'effort. Et quand je dis le début de l'effort, c'est le début de l'échauffement. C'est quand vous allez commencer à vous activer. Pourquoi ? Parce qu'on sait que par le phénomène que j'ai décrit avant, l'hypoperfusion-reperfusion, on sait qu'il va y avoir cette digestion qui va être mise en pause. Donc si on laisse un écart qui est trop faible ou alors qu'on mange des aliments qui vont être très longs à digérer, eh bien on aura cette digestion qui va être vraiment mise en pause en plein milieu et donc avoir des répercussions qui seront importantes au niveau digestif. Donc on va laisser cette règle, on parle de règle de 3 heures, sauf que moi en pratique, pour l'avoir fait, je sais que des fois on part très tôt, on a des matchs très tôt, on va pas se lever à 3 heures du matin pour manger, pour laisser 3 heures. Et en plus, pour moi cette règle des 3 heures, elle n'est pas vraiment, on va dire, mathématique. Vraiment, c'est très différent en fonction des personnes. Il y a des personnes qui digèrent beaucoup plus facilement et qui vont avoir un délai qui sera beaucoup plus court et il y a des personnes qui au contraire vont avoir un délai qui sera plus long. Donc cette règle des 3 heures, elle est vraiment très théorique et je pense que encore une fois, il faut que vous puissiez l'essayer pour pouvoir vous définir parce que le risque de manger vraiment beaucoup trop tôt quand on a une digestion qui est plutôt rapide, c'est que notre corps digère beaucoup plus rapidement et que nos aliments ne soient plus disponibles lorsqu'on va faire l'effort et qu'on soit vraiment plutôt à risque d'hypoglycémie parce que on aura déjà tout consommé sauf qu'on aura mangé. Ensuite, on va essayer d'avoir une hygiène de vie lorsqu'on est sportif, éviter de sauter les repas. C'est important parce que ça permet au corps déjà de se cadrer, d'avoir une routine. Et donc, du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous instaurer des horaires qui ne diffèrent pas trop pour permettre d'habituer votre corps à cette hygiène quotidienne. Ensuite, il y a un point très très important que je voulais aborder qui est l'hydratation. Donc on en a déjà parlé dans l'épisode de podcast sur l'hydratation, mais pour moi c'est un point crucial qui doit être encore répété dans l'hygiène quotidienne. C'est pas uniquement quand on est dans l'effort physique, mais
quand on est aussi au quotidien, il faut penser à boire de l'eau et à ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Et surtout, comme je vous l'ai dit, essayez de visualiser ce que vous consommez comme eau. Donc prenez une gourde par exemple, une bouteille d'eau, mais il faut que vous puissiez voir ce que vous buviez. Si vous buvez de temps en temps au verre d'eau, vous ne pourrez pas mesurer. Sinon, vous pouvez faire aussi la règle par exemple des 10 verres d'eau par jour. Ça peut être aussi fait. Ça vous permet aussi de mesurer. Mais souvent, comme on est dans la vie quotidienne, on n'est pas toujours chez soi, on passe pas la journée forcément chez soi, sauf si on est en télétravail toute la journée, mais c'est plus facile de mesurer avec une gourde ou une bouteille. Ça nous permet de voir et de voir assez facilement notre consommation d'eau ou si on n'a pas bu assez dans la journée. Ensuite, il faut bien s'hydrater avant, après l'entraînement. Une autre règle de base, c'est d'éviter aussi tout ce qui sera produits transformés et produits industriels très sucrés juste avant ou pendant l'effort parce que on le sait, c'est des produits qui vont apporter à la fois des glucides très très rapides et aussi des additifs et d'autres produits dont on n'a pas besoin. On parle de calories vides carrément parce que ça apporte de l'énergie, mais ça apporte de l'énergie sans aucun micronutriment, donc sans vitamines, sans minéraux, etc. Et on a bien vu que les grosses briques de la base alimentaire, glucides, lipides, protéines, ne sont rien sans l'apport aussi des micronutriments. Du coup, c'est hyper important d'éviter ce qui sera mauvais pour la santé, donc chips, viennoiseries, etc. juste avant l'effort. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais en manger, plus jamais dans votre régime quotidien, mais ça ne doit pas être dans votre hygiène quotidienne et en tout cas loin de votre effort. Ensuite, il faut augmenter cette densité en vitamines, minéraux et comment le faire? Ce sera avec des légumes et les vitamines. Les légumes et les fruits que vous trouverez dans les vitamines et les minéraux. Vraiment très très important. Très très important. Ensuite, on va éviter les produits gras sucrés. D'accord? On va éviter les produits trop gras et trop sucrés. Donc, comme je l'ai dit, parce que déjà, on sait que ça va être utilisé très très rapidement, mais aussi les produits trop gras ou les gras sucrés vont perturber la digestion parce qu'ils vont séjourner plus longtemps dans l'estomac et donc ralentir la digestion et on repart dans nos travers d'hypoperfusion, reperfusion dont on a parlé. Donc enfin, pour finir ce podcast, on a parlé des notions de base, ensuite on a parlé de l'intestin du sportif qui était primordial, mais maintenant comment adapter son alimentation au quotidien. On a dit déjà quelques règles, mais c'est surtout penser à avoir des aliments qui soient de meilleure qualité pour qu'ils soient bien au service de vos apports, de vos dépenses, de votre performance, mais aussi de votre vitalité. On le sait très bien que manger des aliments transformés, industriels et des calories vides, ça ne va vous fatiguer, ça va fatiguer votre organisme, ça va encrasser vos voies d'élimination et ça ne va pas vous apporter le bon carburant. Ça va avoir un rôle plutôt pour boucher les vaisseaux et ça ne va pas vous donner des éléments qui vont en faveur de la santé. En revanche, consommer des légumes cuits et crus, des légumes frais, des légumes de saison, des légumes locaux. On parle beaucoup de locavore, etc. C'est un mouvement qui est très prononcé, notamment aux Antilles. C'est vraiment important parce que plus le fruit, plus le légume sera dans son environnement naturel, plus il sera riche en vitamines, en minéraux. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, en termes de quantité dans votre assiette, il faut vraiment visualiser votre assiette. Les protéines, ça doit constituer plutôt la taille de votre main. Si vous ouvrez votre main et la protéine ne doit pas être plus grande que votre main, à la fois en longueur et également en hauteur. On va favoriser plutôt les protéines maigres, donc ça veut dire le poisson,
les poissons gras qui sont très riches en oméga 3, mais aussi les viandes maigres, si jamais vous consommez de la viande, les viandes maigres comme le poulet, la volaille, etc. Encore une fois, pensez à plutôt prendre également des viandes ou des produits, des protéines animales de qualité, plutôt que d'en prendre très régulièrement, mais de mauvaise qualité. Parce que les viandes ou les protéines de mauvaise qualité vont être plus riches en toxines, en antibiotiques par exemple, si c'est des viandes qui sont élevées de manière intensive. Donc, tout ça, ça va se répercuter sur votre alimentation et vous allez le retrouver dans votre assiette. Donc, c'est important d'avoir plutôt de la qualité. Peut-être de consommer moins régulièrement de la viande rouge, mais d'avoir des viandes de qualité quand vous en consommez. Les légumes, ça doit être à volonté, ça représente au minimum la moitié de votre assiette. Et enfin, les produits céréaliers ou les féculents, ce sera la taille de votre poing. Donc là, plutôt main fermée, et ça doit représenter ça. En général, c'est jusqu'à 4 cuillères à soupe, mais ça ne doit pas être le composant principal de votre assiette. Voilà, j'ai fini les amis pour ce podcast. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode de podcast. Et encore une fois, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à m'envoyer des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde ensemble dans ce podcast Bien dans ton sport. Et je n'hésiterai pas à les traiter. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao. I'm on the day, alright.